Non mais salut à tous et à toutes. Là dans ce web on a pensé que c'était intéressant de faire un topo sur la question des printemps arabes parce que aujourd'hui nous en tant que révolutionnaires souvent on entend que la révolution c'est de l'histoire ancienne, c'est pour les livres d'histoire, mais en fait quand on dit ça on oublie souvent que en fait c'est des phénomènes qui existent aujourd'hui, quoi, étant donné que là on va parler d'événements qui se sont passés entre 2011 et 2013-2014. Et là pour aujourd'hui on se concentre sur le cas de l'Égypte. En fait l'Égypte au moment des printemps arabes c'est le pays qui est le plus peuplé et qui a par ailleurs connu les formes les plus abouties de lutte ouvrière, de lutte révolutionnaire du 21e siècle. Et donc ça permet, on va se poser la question de qu'est-ce que ces événements-là ils nous permettent de tirer comme bilan pour aujourd'hui, pour le mouvement ouvrier et les communistes révolutionnaires que nous sommes. Donc d'abord pour comprendre un peu le contexte, faut comprendre que l'Égypte à ce moment-là, c'est un pays qui est sous domination impérialiste. En fait, dans la première moitié du 19e siècle, l'Égypte, elle est sous la souveraineté de l'Empire ottoman. Mais à partir du 19e, il va passer sous domination de la France et surtout de l'Angleterre. Et un des événements qui est marquant et qui permet de bien comprendre ce phénomène-là, c'est la construction du canal de Suez. En fait, le canal de Suez, il porte de gros enjeux économiques parce que c'est le canal qui permet aux bateaux, aux navires, d'aller de l'Europe à l'Asie sans avoir besoin de contourner toute l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance et sans non plus devoir passer par la voie terrestre entre la Méditerranée et la mer Rouge. Et ça impacte de manière gigantesque, ça facilite le transport des marchandises. Et ça, c'est très important pour les capitalistes. Pour donner une idée de ce que c'est aujourd'hui encore le canal de Suez, sur l'année fiscale 2022-2023, le canal a rapporté à l'État égyptien environ 8,6 milliards d'euros. C'est énorme. Et donc, à ce moment-là, pour financer les travaux du canal, l'État égyptien il va s'endetter et il va s'endetter auprès de banques françaises et anglaises, et donc il va se retrouver mis sous tutelle par ses bailleurs. Et en fait, c'est un symbole de ouf de la domination impérialiste qui s'exerce à ce moment-là, parce que le canal de Suez devient la propriété d'une entreprise franco-britannique. Et donc en 1882, le Royaume-Uni envoie des troupes pour occuper le territoire et devient le maître incontesté de l'Égypte, quoi. Et en 1919, début du XXe siècle, tu as une révolution qui gagne l'indépendance formelle de l'Égypte, qui devient un État indépendant en 1922 avec un roi à sa tête, mais en réalité, bien sûr, ça reste une semi-colonie britannique dont le contrôle reste d'ailleurs garanti par une présence militaire anglaise qui est permanente. Et donc l'Angleterre, l'État britannique, a favorisé en Égypte le développement de la culture du coton. Et donc on a une industrie textile qui connaît un essor important, mais l'ensemble de l'économie égyptienne, en gros, elle est vraiment subordonnée aux capitaux étrangers européens. Et donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'Égypte c'est très majoritairement rural, et les campagnes elles sont dominées par une minorité de grands propriétaires. Il y a 3000 familles très riches qui se partagent près de 20% des terres, alors que la grande masse de paysans pauvres, en fait, ils doivent survivre en cultivant des petites parcelles avec des moyens tout à fait archaïques. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, tu as un sentiment de révolte contre les puissances impérialistes qui se manifestent de manière de plus en plus importante. Et donc, en 1952, tu as dans toute l'Égypte des manifs, des grèves qui en fait sont le début de la fin de la monarchie, qui est renversée par un coup d'état militaire en 52. Et le groupe qui fait le coup d'état militaire, il s'appelle les officiers libres.
qui est inspiré par des idées nationalistes arabes qui ont gagné une partie de l'armée. Et donc dès l'arrivée au pouvoir des officiers libres, ils font une réforme agraire qui en gros fixe une limite maximum à la taille des propriétés qui était censée faire disparaître ce qui était la très grosse propriété foncière et soutenir en gros les paysans pauvres. Mais cette réforme finalement elle va être très limitée, elle ne va pas vraiment changer la situation des paysans de manière générale. En fait, il y a 13% des terres qui sont redistribuées à 8% de la population. C'est pas grand-chose. Et donc, au bout de 2 ans de ça, il y a un des officiers qui s'appelle Gamal Abdel Nasser qui va prendre la tête en fait, du régime. Et donc, lui, son objectif, c'est affirmer l'indépendance de l'Égypte vis-à-vis de l'impérialiste et en particulier vis-à-vis de l'Angleterre, évidemment. Et donc, il cherche à développer l'économie de l'Égypte et pour ça, il va s'affronter à l'impérialisme. Et notamment, il avait pour projet la construction d'un barrage sur le Nil à Assouan qui devait permettre de réguler les crues du Nil et donc d'augmenter la production agricole de l'Égypte. Et en 1956, en gros, il demande aux États-Unis de prêter de l'argent pour financer cette construction-là. Et comme les États-Unis refusent, il se tourne vers l'URSS qui évidemment cherche des alliés face aux États-Unis et donc fait ce prêt-là à Nasser et pour trouver en gros les ressources nécessaires à toutes ces constructions, au développement économique du pays, etc. Il nationalise le canal de Suez en juillet 1956 et ça c'est une manière de défier de manière très importante les puissances impérialistes qui soumettait jusqu'à présent l'Égypte à une domination totale et déclenche ce que aujourd'hui on appelle la crise du canal de Suez. Et en fait, au moment où Nasser fait ça, il nationalise le canal de Suez, tu as la France, l'Angleterre et tout ça en alliance avec l'État d'Israël qui élabore une intervention militaire en Égypte, donc dans vraiment la tradition coloniale la plus pure. Et donc en novembre 1956, tu as des troupes franco-britanniques qui débarquent en Égypte sur le canal de Suez, sauf que l'impérialisme américain, lui, en fait, il aime bien que les Français et les Anglais ils se fassent dégager de là pour lui laisser la place, et donc en fait il fait pression pour que l'opération s'arrête là, et donc les troupes françaises et anglaises, elles sont obligées d'évacuer dans une défaite assez importante pour eux, quoi. Et donc Nasser, il apparaît comme un vainqueur sur l'impérialisme en fait à ce moment-là, et il devient un symbole de la lutte anticoloniale dans le monde arabe. Et donc à partir des années 60, il va nationaliser une partie de l'économie et avec un discours un peu socialisant. Et en fait, ce qui est important pour comprendre la politique de Nasser, c'est qu'il s'inscrit dans ce qu'on appelle le nationalisme arabe. Et en gros, c'est l'idée qu'il faut, dans les pays arabes qui sont sous domination impérialiste, développer une bourgeoisie nationale qui soit plus les capitalistes des pays impérialistes, mais qui soit une bourgeoisie quand même. Donc c'est l'idée de pas du tout mettre fin à l'exploitation de la classe ouvrière, mais plutôt qu'elle soit exploitée par une bourgeoisie elle-même arabe, quoi. Et donc l'objectif, c'est de se débarrasser du contrôle impérialiste pour développer son propre capitalisme national. Et donc cette bourgeoisie-là, même si elle se montre et elle peut avoir dans les faits un rôle progressiste face à l'impérialisme, évidemment, elle a jamais été l'alliée de la classe ouvrière, et elle n'a aucun intérêt à mettre fin à l'exploitation et à l'émancipation complète des peuples arabes qui sont sous domination impérialiste, quoi. Et même si Nasser il se sert d'un vernis très social, très radical, faut garder en tête que c'est ces intérêts-là qui sont défendus. Et donc à sa mort en 70, c'est un ancien membre des officiers libres, donc le même mouvement qui l'a mis au pouvoir, qui lui succède, qui s'appelle Sadat. Et lui, il va opérer un virage 360 degrés, quoi, qui défend en gros l'ouverture de l'Égypte
sur le plan économique, et donc il revient vers les puissances impérialistes. Il décide de faire la paix avec Israël en 1979. C'est le premier pays arabe qui fait un accord de paix avec Israël à ce moment-là, et fait de l'Égypte un des relais de l'impérialisme américain au Moyen-Orient face à l'URSS. Et il va être d'ailleurs assassiné en 81 par des militants islamistes qui l'accusent d'avoir trahi la cause arabe. Et donc son successeur, qui est Hosni Moubarak, lui il vient de cet héritage-là, il est aussi issu de l'armée, et il va accentuer cette politique de libéralisation de l'économie. Et à partir des années 90, il fait plein de privatisations d'entreprises, et en contrepartie d'un prêt accordé par le FMI, il va s'engager à démanteler totalement le secteur public, à diminuer les subventions sur les produits de consommation. Et donc ces politiques-là, elles ont pour conséquence la croissance de la pauvreté d'un côté, et la croissance aussi des richesses de l'autre, et ça alimente évidemment une colère importante. Comme partout dans le monde, l'Égypte, c'est un pays où la lutte des classes, elle fait rage et apprend des aspects particuliers dans ce pays qui est sous domination impérialiste. Le développement rapide du capitalisme implique bien sûr la constitution d'une classe de prolétaires. Cette constitution, elle se fait très rapidement sur la base de l'exode rural en raison de l'accroissement démographique. L'Égypte passe de 26 millions d'habitants en 1960 à 110 millions d'habitants en 2022. Les enfants des paysans, ils doivent quitter leur campagne natale pour aller vendre leur force de travail dans les industries des villes. Aujourd'hui, le processus ne ralentit pas, et 70% des Égyptiens vivent désormais en ville, et les paysans continuent de fuir toujours la misère des campagnes. L'Égypte possède une classe ouvrière très nombreuse, avec officiellement 35 millions de prolétaires, en réalité beaucoup plus, parce que énormément d'Égyptiens vivent d'emplois informels, sans contrat de travail, y compris des emplois très stables de plusieurs années. Dès sa constitution, le prolétariat égyptien est marqué par les luttes, en particulier parce qu'il doit se mobiliser contre l'impérialisme, même si au début du XXe siècle, c'est l'idéologie staliniste qui parvient à étendre son emprise sur les masses en lutte. Mais ce qui est clair, c'est que dès la création des premières grosses concentrations d'ouvriers, des grèves éclatent pour les conditions de vie et de travail. Sous Nasser, celui-ci concède, en vérité il cède à contre-cœur parce qu'il craint la force des travailleurs, de créer une législation sociale avec une semaine de 42 heures et une redistribution de 25% des profits nets d'une entreprise aux travailleurs. Ce qui est en partie un piège, car cela intéresse à produire plus pour l'entreprise. Et en plus de ça, les entreprises contournent très souvent cette règle en utilisant des niches fiscales et en cachant leurs bénéfices, ce qui leur permet de gruger les primes des travailleurs. Nasser il s'engage aussi à recruter dans les services publics. Cependant, c'est clair que s'il fait ces concessions, c'est bien pour garder la mainmise sur le pays. En effet, toute forme de contestation est réprimée par une violence souvent caractéristique des États sous domination impérialiste, sans moyens pour investir massivement et forcés de devenir rapidement concurrentiels avec le reste du monde. La bourgeoisie égyptienne, elle ne peut pas se permettre de lâcher au prolétariat même les miettes qui sont souvent concédées dans les vieux pays impérialistes qui ont fait leur révolution industrielle des décennies auparavant. Ce qui est accordé aux travailleurs, c'est le strict minimum pour acheter la paix sociale. Ainsi, le gouvernement réprime violemment les éléments perturbateurs, en particulier les militants et syndicalistes communistes, en réalité stalinistes, mais il ne faut pas trop la différence, qui sont jetés par milliers en prison. Intimidés, torturés, l'État égyptien disposait d'une police politique, la sécurité d'État, qui espionnait, arrêtait et torturait sans contrôle tous les militants. Pour assurer la répression, l'État pouvait aussi compter sur une police nombreuse et absolument corrompue, police que le peuple savait très bien être son ennemi. Celle-ci s'en cachait d'ailleurs pas et assumait souvent ouvertement de défendre Nasser puis Moubarak et les entreprises qui leur filaient des pots de vin. Et l'État pouvait aussi compter sur une armée extrêmement nombreuse, d'autant plus nombreuse qu'il y avait un service militaire de 1 à 3 ans qu'imprégnait donc l'ensemble de la société. Sa présence, elle pouvait s'imposer partout d'autant plus facilement que l'État égyptien maintenait un état militaire permanent avec ses voisins, en particulier l'État israélien, et que les officiers étaient organiquement liés au pouvoir et à la propriété des capitaux. Comme on l'a déjà dit, en effet, ça fait des décennies que le gouvernement égyptien est de fait dirigé par des militaires. En plus de la force brute, l'ordre établi peut bénéficier de formes de contrôle social qui sont très importantes sur sa population. Une des principales formes de contrôle social au service du pouvoir égyptien, c'est la religion institutionnelle.
La population égyptienne, elle est très croyante en Dieu, et elle est à 90% musulmane, 9% chrétienne copte et à 1% juive. Et un certain nombre de savants religieux musulmans, ils sont de pleine connivence avec le pouvoir, et ils sont d'ailleurs pour beaucoup eux-mêmes des propriétaires de capitaux. Ils diffusent en permanence chez les musulmans un discours de soumission à l'égard du régime et défendent un véritable mythe d'un peuple égyptien de nature profondément docile et soumise. Le clergé copte, il est lui aussi totalement de connivence avec l'ordre en place, et il passe son temps à condamner toute forme de violence et à prôner la paix sociale. Enfin, la minorité juive, elle sert de bouc émissaire dans tous les conflits sociaux, d'autant plus évidemment que l'État égyptien il est en guerre permanente avec l'État israélien. La religion, elle est d'ailleurs utilisée largement comme outil de division. Par exemple, le mariage, il est globalement impossible entre coptes et musulmans, ce qui réduit les possibilités d'unité du prolétariat égyptien. L'État, il bénéficie aussi de la connivence de toutes les oppositions politiques. Évidemment, les oppositions politiques réellement menaçantes pour l'ordre établi, elles sont réprimées dans la violence par la sécurité d'État, mais l'État, il laisse vivoter un semblant de démocratie via quelques partis politiques parfaitement inoffensifs qui se rallient au gouvernement à la première occasion. En fait, le seul vrai parti d'opposition, c'est celui des frères musulmans. Ce groupe de l'islam politique, il est apparu dans les années 1920 dans différents pays du monde arabo-musulman, avec comme précepte de revitaliser la société arabe et remettre le pouvoir sur le droit chemin, celui de l'islam. Ils sont utilisés par Sadat, notamment le successeur de Nasser, qui voit une force musulmane qui peut contrebalancer le pouvoir des forces impérialistes. Mais aussi, il est utilisé par la bourgeoisie en général, dont les impérialistes eux-mêmes, car ce parti il concurrence aussi l'influence du mouvement ouvrier. En effet, il propose d'améliorer les dirigeants et pas du tout que le peuple prenne le pouvoir. Leur influence dans les masses, en particulier pauvres, elle est de plus en plus importante du fait de l'importance des œuvres sociales, et à partir des années 1980, ils deviennent des candidats sérieux à la gestion du pouvoir. Mais encore une fois, ils rejettent totalement l'indépendance politique des masses, et leur objectif politique, c'est d'établir la charia, la loi islamique. Dans la même logique de neutralisation de la contestation ouvrière, l'État il peut aussi compter sur la bureaucratie syndicale. La classe ouvrière égyptienne elle a en effet rapidement saisi l'intérêt de s'organiser pour défendre ses droits à travers des syndicats qui sont bien entendu interdits. Le pouvoir de Nasser il voit là une opportunité pour encadrer la classe ouvrière et en 1957 est créée l'ETUF, une centrale syndicale unique. Sa bureaucratie, elle est tellement intégrée à l'appareil de l'État qu'en 1962, le président de l'ETUF, il est nommé ministre du Travail. Les ouvriers, ils vont s'organiser à travers des syndicats indépendants, mais ceux-ci, ils seront soit réprimés dans la plus grande violence, soit intégrés à leur tour à l'ETUF. Enfin, le pouvoir, il dispose d'un contrôle total sur les médias. La censure, elle règne bien évidemment, et les chaînes de télévision du gouvernement, elles diffusent en permanence des informations qui sont favorables au régime. Plus de ça, le régime, il n'hésite pas à couper Internet ou les réseaux sociaux lorsqu'éclatent des troubles. Mais à partir de décembre 2010, en fait, tout s'accélère. Les masses, elles vont faire irruption sur la scène politique contre tout ce système qu'on vient de décrire, et leur révolution, elle va une nouvelle fois ébranler le monde. En effet, c'est en décembre 2010, de décembre 2010 à mi-2012, principalement en fait sur l'année 2011, qu'on va connaître la période qu'on appelle celle des printemps arabes. Un nom qui fait référence au printemps des peuples, le grand mouvement révolutionnaire qui a traversé l'Europe en 1848. Le monde arabe, il connaît en effet de façon simultanée une série de soulèvements allant de grandes grèves à des révolutions nationales qui toucheront tout le Maghreb, Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Sahara occidental, Tunisie, le Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Palestine, Syrie, Yémen, même si pas trop les Émirats arabes unis et le Qatar, et même un peu au-delà du monde strictement arabe avec aussi des troubles en Iran, en Israël, en Somalie, Djibouti, Soudan, Mali, Burkina Faso. Un très grand mouvement. Il s'agit principalement d'une vague de protestation sociale pour une amélioration des conditions de vie et contre l'autoritarisme des États qu'on a nommés. En particulier face à l'augmentation du prix des denrées alimentaires qui sont souvent accompagnées de revendications démocratiques dans des pays qui sont marqués par la domination impérialiste. Ces mouvements de protestation, qu'on désigne sous le terme général de printemps arabe, ont en réalité pris des formes très différentes, allant de quelques manifestations à des grèves de masse avec occupation et aboutissant à des résultats allant de quelques réformes sociales, comme par exemple au Maroc, à des révolutions comme en Égypte ou en Tunisie, et éventuellement à des guerres civiles intenses comme en Syrie. L'explosion sociale simultanée de cette région du monde, elle n'est évidemment pas un hasard,
si on considère que d'une part, les pays de la région, ils ont des liens économiques intenses entre eux et sont sous la domination des mêmes puissances impérialistes et donc soumis aux mêmes crises. D'autre part, si on considère que ces mouvements, ils se sont influencés les uns les autres par leur proximité géographique et structurelle, mais aussi par l'intermédiaire des communications et des médias qui sont aidés par la langue commune arabe. On peut considérer que la Tunisie, ça a été l'étincelle du printemps arabe. En effet, sur fond d'un climat social très tendu, en particulier dû au coût de la vie et au niveau de corruption et de violence du régime, Mohamed Bouazizi, un marchand de légumes, s'immole par le feu en décembre 2010, suite à la confiscation de sa marchandise par la police. Vont alors s'en suivre d'énormes manifestations continues durant 4 semaines qui pousseront le dictateur Ben Ali à fuir le pays en janvier 2011. Malgré la répression féroce des forces de police, les manifestations, elles ne désemplissent pas et les couches dominantes, elles soient contraintes de céder à la révolution démocratique pour mettre fin au conflit. La chute rapide du régime de dictature sous la pression des masses va alors avoir une influence sur les pays voisins et donner confiance aux masses arabes pour faire leur propre révolution. À partir de janvier 2011, c'est au tour du peuple égyptien de connaître sa révolution. En fait, c'est une explosion qui va avoir lieu dans tout le pays durant 1 mois. Suite à l'assassinat du jeune Khaled Saïd par la sécurité d'État, la police politique, après des heures de torture, de nombreux Égyptiens, en particulier des jeunes, décident de manifester contre le régime de dictature d'Hosni Moubarak. Des manifestations spontanées, organisées à la dernière minute sur les réseaux sociaux pour déjouer la sécurité d'État, ont lieu dans les grandes villes et réclament la fin de la torture et de la censure. Très vite, les manifestants réclament la chute de Moubarak et commencent à remettre en cause l'ordre établi, la place de la religion ou l'accaparement des richesses du pays par des fonctionnaires corrompus. À travers tout le pays, des grèves éclatent dans les usines, dans la continuité en réalité d'une vague de grèves qui avait déjà commencé dès 2006-2007. Les principales raisons de ces grèves, c'est le fait que les primes prévues dans les contrats de travail, et qui représentent une part importante, voire dominante, du revenu des travailleurs égyptiens, elles ne sont pas versées, alors qu'elles sont en théorie obligatoires, sous prétexte que les entreprises ne feraient pas assez de profit. Les travailleurs se mettent donc en grève par milliers et occupent souvent leurs usines. On peut prendre l'exemple des ouvriers de la filature Misr, en fait je ne sais pas le prononcer, usine géante de 20 000 ouvriers et foyer de révolte ayant connu de nombreuses grèves depuis les années 2000. Où les ouvriers ils plantent leurs tentes dans l'usine et placardent leurs revendications écrites, dont la démission du dirigeant corrompu de l'entreprise, l'augmentation des salaires et l'attribution de logements. Ces occupations, bien que parfois réprimées, elles ne subissent pas toute la violence de l'État, car l'armée va laisser faire en partie, au moins dans les usines qui appartiennent à des capitalistes occidentaux. On observe alors des embryons de contrôle ouvrier sur certaines usines où des conseils de gestion composés de travailleurs sont élus pour organiser la production. Cependant, ces conseils de gestion ils sont occupés souvent par des syndicalistes combatifs, mais dévoyés par les bureaucraties. Ils tiennent à agir dans le plus grand respect des cadres pour ne pas risquer le conflit ouvert avec l'armée et ne prélèvent sur la marchandise que les salaires contractuels. Certes, qui sont bien supérieurs aux salaires qui étaient réellement payés avant, mais en fait, ils continuent de verser tous les bénéfices aux patrons. Ainsi, les patrons, ils ont le beurre et l'argent du beurre. Les travailleurs, qui sont bien entendu les plus à même de gérer la production, comme on le dit tout le temps, ils gèrent la production de ce qu'ils considèrent d'une certaine manière comme leur usine, ce qui améliore la production, mais ils versent les bénéfices aux patrons qui n'ont même pas à se creuser la tête pour optimiser la production ou assurer la répression. Mais le lieu emblématique de la révolution égyptienne, c'est la place Tahrir. Après les premières manifestations dans les rues du Caire, les manifestants se retrouvent encerclés par la police place Tahrir et ils en commencent l'occupation. Les milliers de personnes, majoritairement des jeunes qui sont présentes, élisent un comité pour organiser l'occupation. Ils organisent un service d'ordre pour contrer les attaques de la police et en se basant sur la grande solidarité des occupants, ils organisent l'approvisionnement en nourriture. Ils s'occupent aussi de contacter et d'accueillir la presse internationale pour apparaître immédiatement sous un autre jour que celui que cherche à montrer le régime. Dans ce grand mouvement d'occupation, on assiste surtout au dépassement des divisions sociales. Ainsi, dans une société qui assure aux femmes une place rétrograde, on observe pourtant énormément de femmes sur la place Tahrir. Celles-ci, elles sont totalement mélangées aux hommes, ce qui ne se fait pas normalement dans la société égyptienne, et même si quelques-uns élèvent la voix contre ça, en particulier des membres des frères musulmans, en fait, ils se font remettre à leur place par les autres. Les femmes voilées comme non voilées, elles circulent librement et on ne relève pas spécialement de cas d'agression entre manifestants.
Sur le plan religieux, les musulmans et les coptes y dépassent les divisions artificielles de la religion institutionnelle en organisant même des prières-messes communes avec imams et prêtres pour officier. Le mouvement de lutte collective, il adopte ainsi un caractère fondamentalement progressiste, que ce soit sur des critères sociétaux ou sur la possibilité de voir un monde où ce sont les gens qui dirigent eux-mêmes la société de façon démocratique. C'est à tel point que certains commentateurs ils viennent même à parler de commune de Tahrir. Mais bien évidemment, le pouvoir en place, il ne peut pas laisser faire ça et il va déployer tout l'arsenal répressif. Bien sûr, le gouvernement a recours à toute la répression violente habituelle, intimidation individuelle, torture, assassinat, et décide aussi d'envoyer la police, totalement à son service, tirer à balles réelles sur la foule, ce qu'elle fera sans hésiter, tuant environ 900 personnes et faisant au moins 4000 blessés. La police va aussi mener une politique de répression par l'humiliation, spécialement à l'intention des femmes, très impliquées dans le mouvement, et décidément trop émancipées pour le régime, en pratiquant des humiliations sexuelles et des tests de virginité sur de nombreuses femmes arrêtées dans le but de les briser psychologiquement. Le gouvernement, il va aussi faire appel à des lumpen prolétaires qu'il arme, les Beltaguis, pour aller casser les manifestants de la place Tahrir. Face aux dangers révolutionnaires bien réels, la bourgeoisie, elle va mettre tout en œuvre pour écraser le mouvement par la violence, mais aussi par une immense machine de propagande faisant appel aux propriétaires des médias et aux célébrités. Ces membres de la bourgeoisie nationale savent très bien à qui ils sont redevables de leurs avantages matériels et choisissent pour beaucoup avec zèle le camp de l'État, et ils n'ont aucun scrupule à répandre de fausses informations. Mais quand certains sont un peu trop scrupuleux ou bien n'ont pas envie de dépenser leur précieux argent pour le gouvernement et préfèrent laisser leurs concurrents dépenser à leur place pour prendre de l'avance dans la course au profit, l'État n'hésite pas à les menacer à leur tour. En effet, la situation elle est trop critique et les régimes dictatoriaux ils savent contrôler leur bourgeoisie quand c'est nécessaire, sans bien sûr arrêter d'assurer leur profit. En particulier, les médias ils vont répandre une propagande comme quoi cette révolution, ce serait un complot organisé par les juifs et les francs-maçons, je cite texto, et que les jeunes de la place Tahrir, ils ont été payés plusieurs milliers de dollars par des puissances étrangères pour déstabiliser le pays et qu'ils ont suivi un entraînement à l'agitation politique en Israël. En réalité, c'est un phénomène absolument courant de rattacher les désordres internes causés par la lutte des classes au complot d'éléments halogènes cherchant à déstabiliser le pays, au détriment du peuple. C'est une mécanique qui sert à faire jouer les principes nationalistes et à rétablir la crédibilité du pouvoir en place à travers une cohésion nationale, ce qui est encore plus facile dans un pays qui est déjà plus ou moins en guerre. Enfin, les institutions religieuses, elles vont dévoiler au grand jour où se trouvent leurs véritables intérêts. Les grands savants musulmans, ils vont comme de coutume soutenir le régime et vont même émettre des fatwas qui condamnent la révolution comme contraire à la volonté de Dieu et parler énormément de l'immoralité des manifestants. Le clergé copte, il va lui aussi appeler à cesser la révolution en la désignant comme contraire aux intérêts des coptes qui feraient mieux de se faire tout petit étant donné que l'État égyptien laisse magnanimement vivre leur foi en paix. Alors que les manifestants, eux, ils brûlent des églises. En fait, en réalité, c'est des attentats qui sont organisés par la sécurité d'État. Cette position, elle est d'autant plus ironique puisqu'elle s'oppose à celle du pape qui, lui, en bon émissaire du monde occidental, il voit plutôt l'intérêt de l'Église dans la réalisation de la révolution démocratique. Les frères musulmans, quant à eux, ils adoptent une position très pacificatrice. Ils participent au début au mouvement des masses, mais ils le font pour se présenter comme une solution de secours satisfaisante pour le régime. Ils négocient avec lui le fait de calmer les choses et s'assurer en cas d'échec de la répression. Une transition calme et qui ne transitionne pas trop, quoi. Malgré la répression, le mouvement, il ne s'éteint pas du tout. Au contraire, il continue à grandir. Ce qui sort de toute cette simulation, ces discussions, ces expériences de lutte, c'est une conscience de classe qui est renforcée. Hosni Moubarak, dictateur depuis des années, va démissionner le 11 février 2011. Pourtant, beaucoup de militants du mouvement, ils se rendent bien compte que ce n'est pas suffisant et qu'il ne suffit pas de couper une tête pour obtenir un réel changement. Alors le mouvement continue. Les mouvements de grève contre les patrons, mais aussi le mouvement dans la rue au slogan de « Le peuple veut la chute du régime ». De nombreux militants le clament, ce qu'il faut, c'est une véritable révolution. En Égypte, comme dans toutes les révolutions, c'est la classe ouvrière qui a pu faire chuter la dictature en place, celle de Moubarak, en particulier à travers leurs grèves et les débuts de contrôle ouvrier dans les usines qui rendaient l'économie ingouvernable pour le régime.
Les militants révolutionnaires du monde entier, ils ont évidemment eu les yeux un peu tournés sur l'Égypte, et en particulier sur l'expérience de la place Tahrir. Il s'agit alors de comprendre le lien entre ces occupations, majoritairement opérées par des jeunes aussi bien ouvriers qu'étudiants, indigents, petits bourgeois ou enfants de bourgeois, et les grèves ouvrières massives. Le caractère de classe de la révolution, il était en fait extrêmement flou. En témoignent les nombreux drapeaux égyptiens ou l'hymne national qui est chanté par les manifestants. Pourtant, ça n'a pas du tout empêché la mise en place d'expériences de démocratie ouvrière exemplaires en une auto-organisation démocratique et, à la base, qui pose la question du pouvoir et de gestion de la production. Pourtant, on le voit bien, la révolution égyptienne, elle n'a pas vraiment dépassé le stade de révolution démocratique ou de révolution nationale. On peut alors se demander ce qu'il a manqué à la révolution égyptienne pour qu'elle dépasse ce stade et puisse aller vers en fait une véritable révolution prolétarienne. Ce qui est clair, c'est que le pays ne manquait pas d'une classe ouvrière nombreuse et combative. En témoignent les grèves massives avec occupation. Mais on constate qu'il a clairement manqué une coordination entre les différents embryons de démocratie ouvrière qui auraient permis d'organiser la démocratie ouvrière et la production à l'échelle de tout le pays. Sans cette coordination, impossible de résister à la répression qui, elle, est ultra organisée du régime, d'organiser une résistance et une riposte efficace et d'imposer en fait une situation de double pouvoir qui doit se résoudre par le triomphe de la classe ouvrière. Pour ça, il a manqué principalement un élément d'une importance capitale, des militants révolutionnaires organisés, un parti, qui soit capable de poser dans tous les instants de la révolution les problèmes que la classe ouvrière elle doit résoudre. On peut penser notamment que des militants révolutionnaires organisés auraient pu faire comprendre beaucoup plus rapidement aux masses que l'armée, c'était pas leur véritable allié, qu'il fallait organiser des milices armées pour résister à la police, qu'il fallait coordonner les embryons de démocratie ouvrière, ou encore qu'il fallait militer en direction de l'extension de la révolution, et donc bien au-delà de son caractère national. En fait, c'est quand même un peu artificiel de penser que la révolution, elle s'arrête bien nettement à des stades de révolution démocratique ou quoi. La révolution d'elle-même, elle dépasse évidemment ses frontières arbitraires, et elle pose forcément la question d'une société débarrassée de l'exploitation et des oppressions, et elle remet en cause le système. On voit bien dans la remise en cause de la place des femmes, par exemple, ou dans le contrôle ouvrier des usines. Mais il n'est pas possible de faire franchir à ces luttes un stade de non-retour. La bourgeoisie, elle ne pourra plus rétro-pédaler dessus quand elle aura repris les choses en main, s'il n'y a pas de parti capable de poser la question de la prise du pouvoir par les travailleurs et leur proposer une direction, un programme. Et d'ailleurs, de fait, en Égypte, après la révolution, vint la contre-révolution. En gros, donc, après la chute de Moubarak, le premier gouvernement qui a été mis en place juste après, il est dirigé par un militaire qui s'appelle Shafik, qui avait été désigné lui-même par Moubarak avant son départ. Et donc, à part Moubarak, la plupart de ceux qui dirigeaient le pays avant, ils sont restés à la tête de l'État. Il y a quelques ministres qui étaient les plus détestés qui ont été arrêtés. Le parti de Moubarak a été dissous, mais l'appareil d'État, l'armée, la justice, la police, tout est resté en place et même la police politique du régime n'a pas bougé, quoi. Après la chute de Moubarak, c'est le Conseil suprême des forces armées, enfin les dirigeants de l'armée, quoi, qui reprend la main avec à sa tête un mec qui s'appelle Tantawi, qui était le ministre de la Défense sous Moubarak, donc gros changement. Et donc, tout au long de la Révolution, l'armée, elle s'est placée en position d'arbitre et d'ami du peuple pour éviter de se discréditer. Et c'est ça qui lui a permis de prendre le pouvoir en assurant qu'elle allait assurer une transition démocratique. Et d'ailleurs, dans les manifestations, ceux qui ont tiré à balles réelles sur les occupants des places ou les grévistes, c'était la police. L'armée s'est refusée de trop montrer cette face violente de la répression pour justement être en capacité de récupérer le pouvoir derrière. Et donc pour convaincre les Égyptiens de la capacité de l'armée à diriger démocratiquement le pays, elle va s'appuyer sur les frères musulmans qui étaient la force d'opposition au régime qui avait le plus de poids dans la population, notamment parce qu'ils avaient un gros réseau d'institutions religieuses et d'associations caritatives, notamment dans les quartiers populaires qui étaient complètement délaissés par les services de l'État, évidemment dans une situation où les services publics étaient complètement détruits et la pauvreté très élevée. En gros, ça arrangeait bien le régime, quoique les frères musulmans ils s'occupent de l'aide sociale aux pauvres
et notamment c'était des militants islamistes qui organisaient des soupes populaires, qui donnaient accès à des cours du soir aux enfants des familles qui ne pouvaient pas payer des cours particuliers, et y compris les médecins de la confrérie, ils soignaient gratuitement les plus pauvres, et toutes ces activités-là, ça leur a permis de gagner une influence, un soutien important dans ces milieux-là. Et donc en novembre 2011, malgré la chute de Moubarak, les travailleurs et les jeunes, ils se rendent compte qu'en fait leur situation, elle n'a pas changé du tout. Et donc il y a une reprise des manifestations qui sont réprimées de manière très violente. Et à ce moment-là, l'armée, elle fait passer des lois anti-grève notamment, qui rendent l'organisation de manifs ou la grève passible de peine de prison et d'amende. Et en fait, tout ça, bien que très violente, la répression, elle n'a pas suffi pour faire stopper les grèves. Et la mobilisation d'une partie de la classe ouvrière, elle s'est même exprimée par l'apparition de syndicats indépendants de l'État qui cherchaient à s'affranchir de la tutelle de la centrale syndicale officielle qui était complètement contrôlée par le gouvernement. Et un an après le départ de Moubarak, il y a 2 confédérations du coup, syndicales indépendantes qui sont constituées, qui revendiquent à elles deux 3 millions d'adhérents, ce qui est plus que ce que revendique la centrale officielle à ce moment-là. Et donc face à cette ampleur-là du mouvement, tu as une concurrence qui se développe pour le pouvoir entre les dirigeants de l'armée qui sont au pouvoir à ce moment-là et les frères musulmans. En gros, les frères musulmans, du coup, ils apparaissent comme la force du changement face à un système qui a été mis en place du temps de Moubarak et qui n'a pas vraiment changé en fait depuis sa chute. Et notamment, les frères musulmans, ils ont été victimes d'années de persécution sous Nasser, et ça leur donne une vraie légitimité auprès des travailleurs et des jeunes. Et cette image-là, elle leur permet de remporter les élections législatives entre fin novembre 2011 et début 2012, avec 37,5% des suffrages exprimés. Et en parallèle, tu as un autre groupe islamiste qui s'appelle le Bloc islamique qui arrive deuxième avec 27,8% des votes. Donc en gros, si tu additionnes les islamistes toutes tendances confondues, ça fait plus de 60% aux élections. Et donc à ce moment-là, ils apparaissent comme les opposants les plus radicaux à la dictature, tout en disposant de l'organisation nécessaire pour s'adresser efficacement aux milieux pauvres, quoi. Et par contre, un truc important là-dedans pour nuancer un peu, parce que là on dirait qu'il y a un raz-de-marée d'islamistes qui se passe à ce moment-là. En fait, il y a 27 millions de personnes qui se sont déplacées pour voter, et parmi elles, la majorité, oui, ils ont voté pour les islamistes, mais en fait, l'abstention, elle est gigantesque dans cette élection. Le corps électoral, il est estimé à environ 50 millions de personnes, et donc la majorité qui ne vont pas voter, c'est comme d'hab, c'est toujours les plus pauvres et ceux qui ne croient plus en fait en toutes ces histoires-là, quoi. Et donc après ces élections-là, il y a les élections présidentielles, et à ces élections-là, c'est Morsi qui est le candidat des frères musulmans qui gagne au deuxième tour avec seulement 51,7% des voix et avec une abstention tout aussi élevée. Et donc là, on est dans une nouvelle situation. On a d'un côté les dirigeants de l'armée qui sont confrontés à la montée de la colère et qui donc sont obligés de se mettre en retrait. Et en face, tu as les islamistes qui viennent d'accéder au pouvoir, et l'armée en fait qui forme un camp moderniste, partisan de la laïcité, qui se forme, quoi. Et c'est Morsi, en arrivant au pouvoir, qui va nommer le général Al-Sisi, qui est au poste de ministre de la Défense, mais ça on reviendra dessus après. Et donc en novembre 2012, Morsi il sort un décret qui lui fait s'octroyer plus de pouvoir judiciaire pour pouvoir mieux réprimer la contestation qui ne s'est pas arrêtée depuis. Mais cette mesure, elle fait que renforcer les manifestations et les grèves, parce qu'en fait, moins de 2 ans après la chute de Moubarak, les gens ils ont peur, quoi, que tu aies le retour de la dictature. Et il a dû retirer en grande partie son décret, d'ailleurs, face à la puissance de la mobilisation.
et il fait également adopter une constitution qui intègre les préceptes religieux, avec notamment des reculs sur les droits des femmes, ce qui alimente aussi de manière importante cette contestation-là. Et donc pendant 1 an, sous la présidence de Morsi, les travailleurs ils constatent bien que l'arrivée des islamistes au pouvoir, en fait, ça n'a rien changé pour eux. Et face à la dégradation de la situation économique, Morsi, comme Moubarak avant lui, il a dû engager des négociations avec le FMI, avec la Banque mondiale, et en fait, pour obtenir un prêt de 4,8 milliards de dollars, il a dû, comme Moubarak, s'engager à diminuer les subventions aux produits de première nécessité et dégrader en fait les conditions de vie des jeunes et des travailleurs. Et donc à ce moment-là, ils annoncent des augmentations de prix qui ont exacerbé la colère énorme et qui en fait ont été même obligés d'être reportés face à la mobilisation. Et à ce moment-là, les Égyptiens ils font face à des pénuries d'essence, des pénuries de pain, d'autres produits alimentaires, à une augmentation des prix énorme, et les conditions de vie elles s'aggravent de manière importante en seulement quelques mois. Et donc en fait Morsi, le gouvernement comme tous les autres gouvernements avant, ils ont envoyé la police contre les travailleurs qui faisaient grève et qui manifestaient. Et en fait, il y a eu beaucoup de travailleurs qui ont fait grève et qui ont manifesté pendant toute l'année 2012, avec une augmentation des mobilisations. En 2012, on a recensé 1969 grèves, manifestations, mobilisations, et au premier trimestre 2013, 2400. Donc voilà, et Morsi à ce moment-là, pour la blague, il gagne le surnom de Morsilini par rapport à Mussolini. Et donc à ce moment-là, il y a une coalition anti-Morsi qui se forme et qui regroupe en fait un front très large de partis qui vont de la droite à l'extrême gauche. Et en fait, ce front-là, il est constitué en partie par des anciens dirigeants à l'époque de Moubarak, et qui met en avant l'opposition à la dictature religieuse, mais qui ne propose pas du tout l'émancipation des travailleurs sur le plan social. Et donc à partir de avril 2013, les mêmes qui avaient lancé les premières manifs en 2011 vont lancer une campagne qui s'appelle Tamarot, qui veut dire rébellion, pardon. Et donc la campagne Rébellion, c'est une pétition qui appelle à la destitution de Morsi et à l'organisation d'une nouvelle élection. Et donc cette campagne elle va être reprise par tous les opposants à Morsi, et il y a même des chaînes de télé qui font la promotion de ce truc, et la pétition elle fait 22 millions de signatures. Et donc le 30 juin, qui est le jour anniversaire de l'élection de Morsi, il y a des manifestations extrêmement massives, même plus massives en fait qu'en 2011, qui ont lieu avec plus de 2 millions de personnes, avec beaucoup de travailleurs, notamment des grévistes de l'industrie du textile qui y participent. Et le 3 juillet, l'armée démet Morsi de ses fonctions, et c'est le général Al-Sisi donc, qui prend le pouvoir par un coup d'État. Et à ce moment-là, les manifestants ils font la fête dans la rue pour fêter la fin du gouvernement de Morsi et le coup d'État de Al-Sisi. Et donc à ce moment-là, on a donc à nouveau l'armée au pouvoir, et tout de suite Al-Sisi va mettre en œuvre une répression sanglante, d'abord à l'égard des frères musulmans, parce qu'en fait après le coup d'État, les frères musulmans ils ont appelé à des manifestations et en fait qui ont été des grosses manifestations, et Al-Sisi il a envoyé l'armée tirer à balles réelles sur ces manifs-là, avec des centaines de morts et des milliers de militants islamistes qui ont été envoyés en prison. Il dissout l'organisation des frères musulmans, il la déclare terroriste, et il y a eu des procès de masse en fait contre les membres des frères musulmans, réels ou supposés d'ailleurs. Et cette répression, évidemment, elle s'abat aussi sur le mouvement ouvrier, avec l'armée qui intervient pour briser des grèves. Par exemple, dans l'usine Suez Steel Company, qui est une aciérie où tu as plus de 2000 travailleurs qui étaient en grève depuis un mois pour obtenir le paiement de leurs primes. Tu as des travailleurs qui ont été arrêtés par l'armée, licenciés, etc. Et les patrons, de leur côté, ils procèdent à des plans de licenciement parmi les travailleurs, et notamment licencier de manière spécifique les travailleurs qui s'étaient mis en grève depuis 2011.
Et il y a des nouvelles lois qui sont adoptées pour restreindre notamment la liberté de la presse, des médias, avec des nouvelles lois aussi sur les manifestations qui imposent des restrictions. Tous ces trucs-là, ça a été beaucoup documenté par des ONG, toutes ces questions-là d'atteinte à la démocratie, etc. Mais donc en gros, malgré la chute des islamistes, les travailleurs égyptiens, ils sont encore et toujours aujourd'hui sous le joug de la dictature d'Al-Sisi qui, pour la blague, a été réélu démocratiquement pour son 3e mandat en décembre dernier avec 89,6% des voix, ce qui est plus que le score de Poutine quand même, belle perf. Et donc c'est un allié solide de l'impérialisme américain. Il mène une politique pro-patronale agressive avec une casse des services publics et en parallèle une inflation qui atteint actuellement 35% et une diminution en parallèle des impôts sur les grandes fortunes. Là, entre 2016 et 2019, par exemple, tu as des chiffres qui sont sortis où on dit que la pauvreté elle a augmenté de plus de 11% dans les grandes villes du pays. Et tout ça en sachant que l'Égypte, c'est le 2e bénéficiaire de l'aide financière américaine après l'État d'Israël, avec 1,3 milliard de dollars qui vont chaque année aux dépenses militaires du régime d'Al-Sisi. Et Al-Sisi lui-même, la manière dont il définit sa politique, c'est « si le prix du progrès et de la prospérité est d'avoir faim et soif, ne mangez pas et ne buvons pas ». Bon, voilà, on imagine que lui, il mange bien et boit bien. Mais donc voilà, et sous Al-Sisi, les conditions du mouvement ouvrier, elles se sont grandement détériorées. Donc aujourd'hui, les manifs, elles sont interdites, les grèves, elles sont illégales, sauf si elles sont approuvées par la centrale syndicale de l'État. Toute tentative d'organisation autonome des travailleurs, notamment au travers de nouveaux syndicats indépendants qui avaient commencé à apparaître pendant la Révolution, tout ça est réprimé de manière très dure. Et aujourd'hui, on estime à 60 000 le nombre de personnes qui sont détenues pour délit d'opinion dans les prisons égyptiennes. Et là, on peut dire, dans les derniers mois, on a vu Al-Sisi, comment il s'est illustré par sa complicité dans le génocide en Palestine, à la fois d'un côté réprimant violemment les manifs qui ont eu lieu en solidarité avec le peuple palestinien, et en même temps, en jetant donc, les manifestants qui manifestaient pour la Palestine en prison, et en même temps en participant au blocus de Gaza et en refusant d'accueillir les réfugiés palestiniens. Donc voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui nous on tire de tout ça? Pour moi, je vois 2 grosses choses. Première chose, je pense que ça nous est arrivé plus ou moins souvent d'entendre qu'en fait, quand tu dis que tu es révolutionnaire, que tu es communiste, que tu te bats pour la révolution, c'est bien beau ce que tu racontes, mais la révolution dans la société d'aujourd'hui, c'est plus possible. D'ailleurs, même la classe ouvrière, ça n'existe plus vraiment trop. Et en fait, cet exemple-là des printemps arabes et de l'Égypte en particulier, c'est un exemple récent de révolution avec des grèves qui ont joué un rôle central et avec des expériences d'auto-organisation ouvrière poussées et un rapport de force qui a suffi quand même pour faire tomber 2 régimes dictatoriaux en moins de 3 ans, ce qui est quand même pas rien. Et en fait, en réalité, le capitalisme, dans les dernières décennies, il a connu une évolution qui a, oui, restructuré l'industrie à l'échelle mondiale, mais la classe ouvrière, aujourd'hui, en réalité, elle est plus nombreuse que jamais. Rien qu'en Corée du Sud, aujourd'hui, il y a plus de travailleurs salariés que dans le monde entier à l'époque de Marx. Et la classe ouvrière, aujourd'hui, elle constitue entre 80 et 90% de la population dans les pays très industrialisés et la moitié de la population mondiale. Et les délocalisations de beaucoup d'industries n'ont pas causé une disparition, mais un redéploiement, une restructuration mondiale de l'industrie depuis les années 70. On imagine bien que s'il n'y avait plus d'industrie, le monde ne tournerait pas, il n'y aurait pas d'essence, il n'y aurait pas de transport, tout ça. Et donc ce redéploiement-là du capital, il a permis de développer aussi de nouveaux secteurs, les centres d'appel, la grande distribution, qui connaissent également des luttes, alors qu'en fait, on ne s'y attendait pas forcément au moment de leur apparition. Mais les secteurs les plus anciens, ils sont toujours là et ils mènent des luttes importantes. Quand on regarde
En Égypte, la révolution elle a commencé avec des grèves dans le textile. En Tunisie, c'était dans les mines. Et on peut revenir en France là très récemment. Dans les dernières années, on a vu l'impact que ça peut avoir quand les raffineurs de Total ou les éboueurs ils se mettent en grève. C'est difficile de nier que la classe ouvrière existe toujours quand même. Et en Égypte, la question de la grève et de la classe ouvrière, elle a été centrale. Et notamment, il y a un truc qui est hyper intéressant, mais on n'a pas le temps de développer sur ça, mais le rôle des travailleurs de l'usine de textile à Maala dont tu parlais juste avant, qui a été extrêmement important. Il y a des reportages sur ça, je vous donnerai si ça vous intéresse, mais c'est vraiment super intéressant. Et pour citer le blogueur militant révolutionnaire Hossam El Amalawi, en gros lui ce qu'il écrit sur cet épisode-là, c'est « Tout le temps où nous étions place Tahrir, nous pouvions contrôler la place Tahrir, mais nous ne contrôlions pas le reste du pays. Moubarak et son entourage étaient toujours en place et tenaient le bâton du pouvoir entre les mains. Mais les grèves généralisées de mercredi et jeudi ont changé la situation. Les étudiants pouvaient manifester et occuper leurs universités pendant toute une année, le gouvernement peut les fermer. Les juges peuvent organiser des manifs héroïques, le gouvernement peut fermer les tribunaux. Il a des cours militaires. Si les journalistes manifestent, le gouvernement peut fermer les journaux. Mais les travailleurs, s'ils font grève, c'est game over. La partie est terminée parce que la machine ne marchera pas, il n'y a pas d'argent qui circule, il n'y a plus de trains, plus de bus, les usines ne tournent plus, c'est game over. » Donc voilà, évidemment que le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière, il est là, que la force qui permettra de soulever des montagnes, elle existe bien. Et d'ailleurs, petit détail, quand on parle de aujourd'hui la révolution c'est plus possible, etc. Il y a des innovations dans l'époque actuelle, comme les réseaux sociaux. À ce moment-là, ça a été un moyen de propagation des informations, d'agitation très important qui n'existait pas à l'époque de 1917, par exemple. Et même si l'aspect réseaux sociaux, faut un peu le nuancer parce que ça a beaucoup été présenté par les médias comme révolution Facebook. Ça permet de donner l'image que c'est la jeunesse qui veut la modernisation de la société, etc. Et que en gros l'objectif de cette révolution c'est pas l'émancipation des travailleurs et la fin de l'exploitation, mais voilà, ça a été utilisé pour décrédibiliser les printemps arabes, mais pour de vrai ça a joué un rôle en fait, et ça c'est intéressant et ça nous sera utile. Donc pourquoi la révolution de 2011 en Égypte et dans les autres pays qui ont vécu le printemps arabe, elle n'a pas abouti au communisme, à la société débarrassée d'exploitation et d'oppression que nous on veut construire. T'en parlais un petit peu avant, mais en gros tu as une grande partie de la classe ouvrière et des forces progressistes qui s'est laissé piéger dans sa lutte par des débats qui ont été imposés à la fois par les anciens régimes qu'elle venait de faire tomber et par les forces réactionnaires qui existaient à ce moment-là. Parce que en fait, les discussions sur la constitution, sur la religion, tout ça, évidemment c'est important pour répondre aux aspirations démocratiques, mais ça peut pas être un prétexte à s'allier avec ni les forces laïques bourgeoises, mais tout comme la volonté d'en finir avec les anciens régimes, ça pourrait pas en fait donner l'illusion qu'on peut partager des intérêts avec les forces intégristes religieuses qui sont tout aussi bourgeoises d'ailleurs. Et en fait, c'est l'absence d'une direction ouvrière révolutionnaire indépendante de la bourgeoisie qui a manqué pour empêcher la récupération du soulèvement par ces forces-là contre-révolutionnaires. Et en fait, ce qu'il faut aujourd'hui pour les prolétariats du monde entier, c'est s'armer de partis révolutionnaires qui soient capables d'imposer nos intérêts de classe en toute indépendance. Et nous, au NPA révolutionnaire, c'est ça qu'on veut construire, un parti qui permette de regrouper des militants révolutionnaires implantés dans la classe ouvrière et dans la jeunesse, qui soient capables à la fois de comprendre le monde dans lequel on vit et donc d'analyser les situations d'un point de vue de classe, mais aussi capables et surtout d'intervenir dans les situations à la fois de paix sociale, mais surtout dans les moments d'explosion pour proposer une stratégie gagnante à notre camp social. Et aujourd'hui, on le voit bien,
en ce moment, mais on manque pas de raisons de se révolter. On manque de gens capables d'organiser la révolte. Donc s'il y a des gens parmi nous là qui sont intéressés par tout ça et par ce qu'on dit, voilà, j'invite encore une fois à discuter avec les militants du JNPA Jeunes révolutionnaires, à rejoindre l'organisation parce qu'il y a un enjeu très gros aujourd'hui à grossir les rangs des révolutionnaires et à construire cet outil-là pour l'émancipation. Voilà.